Bonjour Ziad Majed. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Parler avec Assad. D'abord, qui a gagné la guerre? Est-ce Assad ou plutôt est-ce que ce sont les Russes et les Iraniens? Non, c'est les Russes et les Iraniens. Ils ont gagné la guerre temporairement parce qu'il y a toujours encore une guerre en cours. Aujourd'hui même, il y a des bombardements russes dans le centre du pays. Il y a une zone assiégée autour de Damas où il y a 600 000 personnes qui subissent un crime de guerre de la part du régime Assad. Il y a des poches de Daesh à l'est du pays. Et puis il y a toute la question kurde-arabe qui n'a pas encore trouvé de solution. Il y a une zone dans laquelle l'armée turque est présente et il y a toujours 14% du territoire sous le contrôle de l'opposition armée. Mais les Russes ont réussi, après leur intervention militaire septembre 2015, de renverser le rapport de force, de sauver le régime Assad. Et avec la présence de 25 000 combattants chiites du Liban, du Hezbollah, de l'Irak, de l'Afghanistan et du Pakistan, dépêchés par la République islamique d'Iran pour soutenir le régime également, il y a aujourd'hui une réalité selon laquelle 55% du territoire est sous le contrôle de cette alliance russo-iranienne avec Assad. Mais en même temps, Assad était l'acteur le moins performant militairement durant cette guerre, et en plus il est accusé par les rapports des Nations Unies, par Amnesty International, par Human Rights Watch et par beaucoup d'organisations de droits de l'homme syriennes d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Oui. Donc parler avec un criminel, c'est dire que le droit international simplement n'existe pas. Oui, vous dites, mais c'est réaliste aussi. Oui, Emmanuel Macron dit il n'y a pas de solution politique. Parce qu'il faut trouver une solution politique. Pardon, mais après l'Irak ou l'Afghanistan, on n'a pas su. D'ailleurs, les Américains s'étaient engagés sans réfléchir une seule seconde aux solutions politiques suivantes. Ils ont fait venir des exilés, d'anciens dignitaires exilés, et les ont installés au pouvoir. Ce qui a été une erreur considérable. D'ailleurs, ce qui a provoqué la naissance de Daesh, aussi de l'État islamique en Irak. Bon. Alors, il faut bien qu'on discute avec le pouvoir en place, non? Avec le pouvoir d'Assad. Il y a une ses représentants. Il y a une nécessité d'éviter le scénario irakien que les Américains ont imposé en ignorant la sociologie politique du pays, en essayant d'imposer un processus qui a mené, comme vous dites, à la naissance plus tard de Daesh, entre autres facteurs et raisons, y compris la politique iranienne dans la région. Baghdadi est irakien, hein, pardon. Est irakien et Daesh, le leadership de Daesh est irakien. Et il s'est imposé plus tard en Syrie à partir de 2013. Mais être réaliste, c'est parler avec des acteurs qui ont le mot sur le terrain, c'est-à-dire les Russes et les Iraniens, et non pas le président Bachar al-Assad, qui avait été accueilli d'une manière assez bizarre. Le premier interlocuteur, c'est Poutine. Le premier interlocuteur aujourd'hui au niveau des relations internationales concernant la Syrie, c'est Vladimir Poutine. Le deuxième interlocuteur, c'est l'Iran. C'est eux qui décident pour le régime. Mais en même temps, on ne peut pas commencer par réalisme de parler avec la Russie et l'Iran en leur disant que votre homme sur le terrain pourrait être aussi un interlocuteur, parce qu'on ne montre pas la fermeté nécessaire. D'ailleurs, l'intervention russe en Syrie en 2015 n'était pas possible s'il y avait avant une fermeté américaine, notamment après le crime chimique de la Ghouta en 2013, quand Assad a gazé sa population, et il n'y a pas eu de réaction de la part de la communauté internationale. C'est à ce moment-là que les Russes ont compris qu'ils peuvent y aller, et donc négocier avec eux sans fermeté avant cette négociation, c'est de leur dire que finalement vous allez imposer par la force ce que vous souhaitiez voir en Syrie. Oui, et puis il va falloir discuter avec l'opposition à Assad. Je ne parle pas de l'État islamique, non, je parle de l'opposition à Assad. Il va falloir imposer à Assad, si l'on veut discuter, la présence de cette opposition. Parce que pour l'instant, tous les pourparlers qui ont lieu n'aboutissent à rien du tout. À rien du tout. Depuis juin 2012, quand on parle depuis, on ne le sait pas. On n'en parle pas. On est toujours devant les faits de guerre. Depuis 2012, il existe des négociations. Oui, depuis 2012, il y a un processus de négociation à Genève, sous le patronage des Nations Unies. Il stipulait déjà, la déclaration de 2012 stipulait une transition politique en Syrie, ce que le régime Assad a toujours refusé d'évoquer, parce que transition politique, ça ne veut rien dire. Quand un président qui est là depuis 17 ans, qui a hérité le pouvoir de son frère
son père, qui a gouverné pendant 30 ans suite à un coup d'État militaire. Il bombarde sa société, non, il bombarde son peuple pour ne pas lâcher le pouvoir. D'accord, mais donc, on ne peut pas envisager une négociation sans la présence de Bachar al-Assad. Les négociations se déroulent depuis 2012 avec la présence des représentants de Bachar al-Assad. Il va bien falloir qu'on discute avec Bachar, qu'on continue à discuter avec lui. Sauf que ça n'a amené à rien. On est en train de négocier pour négocier, tandis que sur le terrain, aujourd'hui, ça fait exactement 1 an depuis la chute d'Alep-Est et depuis la déportation de sa population civile vers d'autres régions. Aujourd'hui même, on assiste à des bombardements et des crimes de guerre. Il y a toujours un siège dans certaines régions. Il y a des viols dans les geôles du régime, et la semaine dernière il y avait un documentaire sur les crimes commis dans les geôles. Il y a 200 000 détenus encore, et on discute depuis 2012 avec Bachar al-Assad. Ce n'est pas nouveau, mais il ne veut pas évidemment lâcher un pouvoir qu'il contrôle, qu'il défend en massacrant sa société. Donc il faut négocier avec les Russes et les Iraniens pour une sortie d'Assad du pouvoir, pour une transition politique qui éviterait les erreurs de l'Irak, de l'Afghanistan, qui pourrait créer une nouvelle majorité politique en Syrie, qui à la fois fait face aux djihadistes et fait face à toute autre dérive, mais sans droit international. On serait en train de dire aux Syriens que vous êtes expulsés de la communauté internationale, que les conventions de Genève ne vous protègent pas, qu'un criminel de guerre peut rester au pouvoir, et c'est ça qui nourrit le terrorisme, le nihilisme, la haine du monde. Et c'est un cercle vicieux dans le Moyen-Orient qu'il faut, d'une manière courageuse et ferme, enfin briser. Merci Ziad Majed. Je rappelle que vous êtes professeur des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est 7h15.